à tous et merci d'être avec nous comme tous les jours, du lundi au mercredi ou vendredi même, de 12h30 à 14h. Aujourd'hui, dans un instant, nous allons recevoir M. Claude Barfleur. Bonjour. Bonjour, monsieur. Il est conseiller municipal de Pointe-à-Pitre dans l'opposition. On fera le point avec lui sur ce qui se passe à Pointe-à-Pitre. Martine Fazer, la chroniqueur ZCL, sera avec nous un peu plus tard. Iman Soudan aussi. Et puis on va terminer avec Eddie Compère. Eddie Compère, c'est le directeur du centre culturel Sonis. Il y a des choses qui vont se passer à Sonis. Sinon, l'actualité. La visite du chantier de la Jaille avec la région, Richard était sur le terrain, vote du budget primitif de la ville des Abîmes aujourd'hui, en ce moment même d'ailleurs, il y a une réunion du conseil communautaire, formation ISP, information pour les adolescents familiarisés avec l'informatique, on fera un petit point sur cette question avec Solène Fèvre, et puis rencontre de la mobilité au crédit agricole, Olivier. Voilà, n'est pas venu, mais on va parler du lancement des jours de stage pour la Corsair Wibi Academy. Voilà un peu ce qui fait le sommaire. Et puis il y aura un petit focus aujourd'hui sur un groupe musical que vous connaissez bien pour Radio Kimoun. Et il suffira d'écouter dans un instant. Je vous l'ai dit, on reçoit Claude Barfleur. Claude Barfleur, on le connaît, c'est le Grand Point 3, le Grand Point Tapit aussi. Merci d'être là. Peut-être meilleur demain, sait-on jamais. Claude Barfleur, merci d'être là. Alors, première question toute simple. Comment se porte Pointe-à-Pitre de votre point de vue? Alors déjà, je dirais bonjour aux téléspectateurs de Canal 10, bonjour à la Guadeloupe, bonjour à Pointe-à-Pitre. Mais comme vous le savez, Pointe-à-Pitre, je dirais, se redresse sur le plan budgétaire, mais sur le plan économique et environnemental, ça ne va pas du tout. C'est le plan. Donc on a vu ça avec le coup de gueule du maire. C'est un vrai coup de gueule ou c'est un coup de com'? Ah ben c'est les deux, parce que je crois que M. Durimel s'est réveillé un dimanche matin. Après 4 ans, il a décidé de descendre à Pointe-à-Pitre et s'est rendu compte que les choses étaient graves. Alors, il y a des gens qui m'ont dit, un maire qui fait ça un dimanche matin, c'est qu'il ne vient pas souvent à Pointe-à-Pitre. Mais c'est ça, mais c'est ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire que subitement, il s'est réveillé après 4 ans, il s'est dit, bon, peut-être qu'il temps qu'il descende la Pointe, garder qu'elle a passé, une touriste vide, m'a regardé. Donc, il s'est rendu compte de la gravité de la situation. Ça, c'est une évidence, mais ce qui me gêne, c'est son comportement, son attitude en tant que capitaine de vaisseau, de bateau. On ne peut pas rajouter de l'angoisse à une difficulté économique, à une difficulté sécuritaire, à une difficulté environnementale. Donc ce n'est pas responsable de sa part. Et comme on dit, tout le monde connaît ce qu'on appelle le QI, le quotient intellectuel, mais sur tout ce qui est le quotient émotionnel, M. Durimel a une grande faiblesse. Ouais. C'est-à-dire qu'il voit quelque chose, il réagit, mais il oublie qu'il est maire. Mais cela dit, ça a quand même bien fonctionné. Alors je ne sais pas, justement. On avait le préfet, le président de région, conseil général, etc. Sur le coup, le coup de l'émotion, du sensationnel. Donc on ne sait pas ce que ça va donner. Vous savez très bien que tout le monde réagit, tout le monde présent, il y a les caméras, tout le monde se fait voir, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Je sais qu'il y a un conseil municipal lundi, donc lundi je vais interroger M. Durimel précisément sur les choses que l'État, le conseil départemental, la région compte apporter, je dirais dans l'effectivité, pas dans l'émotion, parce qu'on ne règle pas les problèmes dans l'émotion, et c'est ce que je reproche à M. Durimel. Il faut être impavide, il faut être placide quand on est un maire d'une ville comme Pointe-à-Pitre, et il faut rassurer les points 3, leur montrer qu'on a en capacité, qu'ils vous ont confié une tâche et que vous avez la dimension pour régler les problèmes d'ailleurs vous avez demandé à les régler. Donc vous êtes confronté à ça. Donc souvent dans la posture de M. Durimel, c'est tout ce qui est larmoiement et incantation. Donc cela commence à devenir insupportable et on a des doutes sur ses capacités à faire sortir Pointe-à-Pitre de l'ornière. Alors j'ai dit tout à l'heure que vous étiez conseiller de l'opposition. Comment ça fonctionne au conseil municipal de manière générale? Parce que j'entends des bruits bizarres, mais je préfère avoir posé la question. C'est-à-dire est-ce que ça se passe de façon apaisée ou bien est-ce qu'au contraire, vous aurez bavier tout le temps? Non, après Pointe-à-Pitre, nous sommes des gens intelligents. Il y a une certaine culture, il y a une certaine, je dirais, une forme d'intelligence. Bien que des fois, M. Durimel dérape. Par exemple, l'autre jour, quand il a traité M. Keita de plouc, un pointoir ne peut pas dire ça. Vous voyez alors, je ne juge pas la valeur de M. Keita, j'en sais rien, mais je pense que c'est quelque chose qui aurait pu être dit avec un petit peu plus de classe et de dignité. Des fois, je ne retrouve pas la dimension pointoise dans la gestion des hommes de M. Durimel. Sinon, pour le conseil municipal, ça se passe bien. Il y a des jours où c'est calme, il y a des jours où c'est plus compliqué. En ce moment, ça va être compliqué puisque on parle du budget là. Non, alors M. Durimel a du mal à rassembler ses troupes. Comment expliquer ça? Non, mais c'est normal parce que sa majorité est composée à minima de 3 groupes.
Donc, ce n'est pas une vraie majorité de travail, c'est une majorité de conquête de pouvoir. Bon, l'État a voulu que ce soit comme ça. Les gens se sont rassemblés. C'est le mariage du carpe et de la carpe et du lapin, quoi. C'est ça. C'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Il a du mal à créer une vraie majorité. Donc tout le monde dans son groupe, que moi, je dis certainement en 2026 que je vais être candidat, c'est normal, mais dans son groupe, il y a plus de candidats que dans l'opposition, vous voyez. Donc c'est pour ça qu'il a quelques difficultés à gérer ça, mais c'est son problème. C'est lui qui a créé ce groupe-là, c'est lui qui le dirige, c'est lui à régler les problèmes qui lui incombent. Alors, j'ai envie de vous poser la question quand même. Est-ce que Pointe-à-Pitre est toujours, entre guillemets, la capitale économique qu'elle a été il y a 20 ans? Non, c'est bon, tout le monde sait que non, mais Pointe-à-Pitre est toujours la capitale économique. Bon, il faut dire que de façon générale, l'économie s'est un peu déplacée sur Bémao, maintenant sur les abîmes, mais n'empêche pas la situation géographique. Pointe-à-Pitre n'est pas devenue capitale économique par hasard, c'est par rapport au port, à la situation géographique, le fait qu'on ait une baie protégée, et on sait que bon, l'économie de la Guadeloupe, c'est une économie je dirais, où on transporte des marchandises et qu'on revend. Donc, mais n'empêche que par, je dirais, l'organisation administrative, l'organisation géopolitique, l'organisation physique de Pointe-à-Pitre, Pointe-à-Pitre c'est une vraie ville, donc c'est la capitale, qui est moins forte qu'avant, et justement c'est d'où les difficultés que nous rencontrons, mais nous avons les moyens. Il y a un potentiel, il existe fort, il existe, il est là. Par exemple, bon, par exemple, il y a une bataille, on va appeler un chat. On se rend compte que les abîmes sont en train de gesticuler beaucoup avec Cap Excellence. Mais est-ce que vous imaginez un touriste aller imaginer visiter le bourg des abîmes? Il visite quoi? Oui, c'est concret. Enfin, si c'était aux abîmes. Non, mais justement, alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Vous comprenez, chaque chose doit être à sa place. Je dis simplement que les territoires ne doivent pas être en compétition, les territoires doivent être complémentaires. Donc c'est pour ça que j'ai un doute, là j'en parle directement, je sors justement quelques lignes sur ce dossier-là ou sur l'efficacité et ce que Cap Excellence rapporte vraiment à Pointe-à-Pitre. Oui. Parce que justement, alors, parlons de ça, Pointe-à-Pitre avait un déficit abyssal, bon, qui est en train d'être comblé. Alors, juste une précision, ce déficit, il est comblé par l'action positive de la mairie, enfin du conseil municipal de M. Durimel, ou par l'aide de l'État? Je pense que c'est conjointement. On ne peut pas lui enlever le fait qu'il y a une certaine rigueur quand même. Ça, on ne peut pas lui enlever. C'est bien. Oui, il y a une rigueur. Non, je n'ai pas de doute sur ça. Quand c'est bon, il faut le dire. Hein. Je n'ai pas de souci sur ça. Et surtout aussi par l'aide de l'État et le fait aussi, dans ce déficit, rappelez-vous, il y a 3-4 ans, c'était autour de 80 millions. Oui. Il est à combien aujourd'hui? Bon, apparemment, il sera à moins 6 millions. Moins 6 millions. Oui, moins 6 millions. En 4 ans, non, mais parce que simplement. C'est un exploit quand même. Hein. Non, mais il y a des jeux, d'écriture qui ont été autorisés à la nouvelle équipe par l'État, par la CRC, par exemple, où vous avez 40 millions qui sautent, quoi. Et avec, par exemple, la vente de Montenol à la SIG, 30 millions, vous voyez, on arrive autour de 10 millions. Mais c'est pas. On n'a pas pu réduire le déficit, je dirais, de façon mécanique avec des restrictions budgétaires de 40 millions, non. C'est un jeu d'écriture que l'État a autorisé à la nouvelle équipe, qu'elle n'autorisait pas à l'ancienne équipe parce que sans être trivial, c'était vraiment le bordel dans la gestion de la comptabilité de la rénovation urbaine. Donc l'État a mis un peu d'ordre, la CRC a enlevé certaines choses, donc on descend autour de 50, on rajoute les 30 millions de recettes de la vente de Montenol, vous voyez, on tourne autour de 6 millions. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Mais il y a quand même une certaine rigueur budgétaire qui a été instaurée. Alors, et l'animation culturelle de Pointe-à-Pitre, est-ce qu'elle a repris un peu de poil à la bête, comme on peut dire? Alors, je crois que la nouvelle équipe confond animation et événement. En ce moment, il y a beaucoup de choses qui se passent souvent, par exemple, à la place de la Victoire, mais pour une vraie animation, pour un vrai événement culturel, il faut une base, il faut une culture. Et là, on fait des balles, de quadrilles, de masioka, de salsa. Oui, non, mais c'est basé sur rien, donc ça ne peut pas tenir. Donc, pour l'instant, on ne peut pas avoir d'animation. Et surtout aussi que, je dirais que le navire amiral n'a pas démarré sur le plan culturel. Le Centre des Arts
Oui. n'est pas reparti. On a une lenteur, c'est un dossier qui dure depuis 15 ans. Il me semble que Cap Excellence, d'ailleurs, qui est en réunion en ce moment, conseil communautaire, dit que c'est une question qui est à l'ordre du jour. Oui, mais c'est à l'ordre du jour depuis 10 ans. C'est mal géré et je me demande s'il n'y a pas une volonté, je dirais, une volonté qui serait derrière la tête de ne pas aller trop vite. Parce qu'il y a une vraie compétition des territoires. Par exemple, entre-temps, alors je suis d'accord que c'est un dossier qui a été, par la nouvelle loi, transmis à Cap Excellence, la culture, ce genre de choses. Mais en 5-6 ans... Aussi, ça partit, oui, ça partit, la région aussi. Non, mais le chef de file, c'est Cap Excellence. Oui. Bon, Cap Excellence a investi pas mal d'argent, mais dites-vous quand même, sur le territoire des Abîmes, entre-temps, depuis que le centre des arts a fermé, vous avez le centre culturel Félix Proto qui a vu le jour, oui. le centre Sonis, vous allez recevoir le directeur tout à l'heure, qui a été rénové, vous voyez, donc on se demande s'il n'y a pas un ralentissement volontaire, parce qu'il y a une compétition culturelle. Mais on sait que... Vous n'avez pas parlé du MAC? Comment? Il y a le MAC aussi. Non, mais le MAC, c'est pas Cap Excellence, c'est la région. C'est la région qui gère. Il n'y a pas de problème, donc ça marche. Mais pour je dirais, les outils culturels sur le territoire de CAPEX, c'est bizarre que le centre des arts ne voit pas le jour. Je pense que si Cap Excellence est... Vous pensez que Cap Excellence est en train de... Non, il y a une vraie difficulté, mais personne ne fait les vrais efforts nécessaires pour que Pointe-à-Pitre, le centre des arts, retrouve sa dimension et, je dirais, la centralité dans la dimension culturelle de la Guadeloupe. C'est ça qui pose problème. Et on sait que si le centre des arts repart, Pointe-à-Pitre va repartir. Donc il y a une vraie compétition entre les territoires. Pointe-à-Pitre a commis des erreurs, ça je l'avoue, mais les Abîmes n'accélèrent pas les choses. Et si les Abîmes sont dépassés, je le dis aujourd'hui, il faut transmettre ce dossier, il faut que le centre des arts devienne conservatoire régional. Ça dépasse les compétences c'est pas Cap Excellence qui doit gérer le centre des arts, c'est la région. Oui. Et est-ce que la région est intéressée? Mais il faut donner, il faut comprendre. Il y a un autre projet du côté de Bémao. Non, il peut avoir, mais la culture est diverse à Bémao. Je sais que bon, il y aura une grande salle de cinéma, il y a des choses. Non, mais c'est pas 6 000 places en plus. Non, mais c'est pas en contradiction parce que le centre des arts a vocation à former, je dirais, l'élite culturelle, à former des musiciens, des danseurs, des acteurs. Donc c'est une autre dimension. Tout ça est complémentaire, mais je pense que Cap Excellence n'a pas la culture culturelle, je ne sais pas si je peux dire ça, pour développer le centre des arts, et n'a pas les moyens financiers. Et donc c'est pour ça que c'est un dossier qui doit être repassé à la région et à l'État. Oui, si la région est intéressée. Alors, je vais recevoir bientôt ici peut-être M. Pelliculier que vous connaissez. Semble-t-il, au centre-ville, au niveau de l'animation commerciale, ça ne va pas très fort non plus. Non, ça ne peut pas aller fort. Non, il manque beaucoup de choses. Par exemple, si on prend le coup de gueule du maire l'autre jour. Mais c'est clair qu'il s'est rendu compte qu'après 4 ans qu'il a, et que le dimanche, quand le bateau arrive à Pointe-à-Pitre, les touristes n'ont rien à visiter et fermé. Mais c'est ça qu'il faut organiser. Le rôle de la commune, même si Cap Excellence a un rôle, l'État, le département de la région, c'est de coordonner, d'organiser tout ça. Vous voyez? Là, on va être en duty free, mais pour acheter quoi? Quand un touriste, concrètement, quand un touriste arrive à Pointe-à-Pitre, qu'est-ce qu'il peut acheter? Pour l'instant, rien. Donc c'est l'offre. Il faut travailler sur l'offre. Donc il faut réunir les commerçants, il faut réunir les gens qui font du business pour organiser le commerce. Le stationnement quand même. Non, mais tout ça va ensemble, c'est pas un problème, ça se règle. Vous voyez, il y a un parking à l'entrée du port, il y a des choses qui peuvent se régler. Mais je dirais, la vraie difficulté de la mairie, c'est de coordonner tout ça. Mais pour coordonner tout ça, il faut comprendre comment le commerce marche. C'est ça souvent le problème des politiques. Ils ne savent pas comment ça marche, comment on fait du business. Vous voyez, donc c'est ça que la nouvelle équipe, comme l'ancienne, ne maîtrise pas. On réunit les gens qui vont apporter de l'argent, qui veulent faire du business, on leur demande qu'est-ce qui manque pour faire avancer ça. Et de là, on met en route, on met en place une équipe pour développer, je dirais, le commerce et l'économie à Pointe-à-Pitre. C'est ça qui manque. À la limite, il faudrait des Chinois à Pointe-à-Pitre. Non, pas des Chinois. Qui ouvrent le dimanche et le jour férié. Nous avons tout ce qu'il faut. Nous avons une communauté haïtienne, nous avons une communauté libanaise, nous avons une communauté juive, nous avons des commerçants qui sont guadeloupéens, qui ont cette culture aussi de le réunir et de mettre en place ce qu'il faut. Nous avons les gens. C'est le projet, en fait, c'est ça. C'est le projet. Et pour l'instant, l'équipe qui est en place n'a pas de projet économique et commercial pour Pointe-à-Pitre. Quand vous êtes au conseil municipal, vous en parlez, vous avez une écoute? Mais j'en parle
moi je dis avec tout le monde, avec M. Durimel, avec tous les gens, ce ne sont pas mes ennemis, hein, ce sont des amis, je les connais hors de la politique. J'ai fait une proposition au maire d'organiser les assises du commerce, parce que pour guérir la maladie, il faut savoir de quoi il souffre. Oui. Donc j'ai fait cette proposition au maire d'organiser, de réunir tous les commerçants, les gens de la CCI, pour faire un bilan de tout ce qui a déjà été fait. Et pour savoir ce qu'on attend. Alors, pas seulement les commerçants, même les gens, surtout les gens qui utilisent Pointe-à-Pitre, les Guadeloupéens qui viennent, qu'est-ce qu'ils veulent d'une ville moderne, qui soit complémentaire à Destreland, qui soit complémentaire à Millénis. J'attends toujours son retour. Il m'a dit, OK, on fera ça, on va organiser ça, parce que je lui dis, monsieur Durimel, ça fait 4 ans que vous êtes là, sous le plan économique, ça n'avance pas. Ça va être fait avant les élections de 2026. Non, mais ça va être un peu court, là, peut-être, un peu court, mais tant pis pour lui. Oui. Moi, je le ferai. Justement, je pose la question. Imaginons une seconde, faisons un peu de politique de fiction, vous étiez maire de Pointe-à-Pitre. Quelle serait la première décision que vous prendriez? Alors, déjà, je vous dirais que c'est pas de la politique fiction, c'est le cours de... Non, mais c'est le cours normal de l'histoire. Je pense qu'il est temps que Pointe-à-Pitre... Donc, je parle au prochain maire, là. Au prochain maire. Mais vous avez bien compris les choses. Donc, je pense que Pointe-à-Pitre, il est temps d'avoir un homme qui comprenne vraiment ce qui se passe, qui a une dimension économique, qui a une dimension culturelle et qui sont un vrai point 3. Oui. Ça, c'est important. C'est ces 3 éléments qu'il faut rassembler, qu'il faut coller pour diriger cette ville. Vous voyez, et trouver des accords avec l'État, le département et la région. Mais il faut savoir ce qu'on veut. Il faut pas seulement réduire le déficit. Il faut produire maintenant de la richesse. Donc, la première dimension pour moi, c'est la dimension économique et environnementale et sécuritaire. Donc, pour première décision, je réunis tous les commerçants de Pointe-à-Pitre, tous les gens qui ont un rôle, qui ont une histoire. Et donc, ça veut dire concrètement, c'est la Guadeloupe, parce que Pointe-à-Pitre, c'est la Guadeloupe. Attendez, je finis. Et avec ça, je lance un plan Marshall pour le commerce, pour la sécurité et pour l'environnement à Pointe-à-Pitre. En 3 mois, après 90 jours, Pointe-à-Pitre a un autre visage et on relance le business à Pointe-à-Pitre. Alors, je vous écoute, mais de l'autre côté, je vous dis que il y avait il y a 2 personnalités du commerce .3 qui sont au conseil municipal, M. Badi Fadoul, qui a démissionné, M. Pédiculier, qui est, je ne sais pas... Qui est entre fit et fente. Oui, entre fit et fente. Mais qui n'est pas, apparemment, qui n'est pas du bon. Qui est proche de M. Durimel, mais en ce moment, ils sont donc, pas... normalement, du point de vue de l'animation commerciale, ça devait fonctionner. Alors, je crois que des fois, bon, ce sont des amis aussi, hein, j'apprécie bien Badi, François, tout ça, mais ils ont de bonnes idées, mais je crois que c'est pas parce qu'on est commerçant qu'on sait faire... On sait faire pour Pointe-à-Pitre. C'est beaucoup plus large. C'est pour ça qu'il faut un consensus et il faut écouter beaucoup de personnes. Il faut vraiment faire un symposium, il faut faire vraiment une étude autour de ça. Mais n'empêche, ils seront consultés, mais la solution ne viendra pas des commerçants de Pointe-à-Pitre. Non, puisque l'offre qu'on a actuellement, elle est dépassée. Oui. Un touriste arrive à Pointe-à-Pitre, quand vous sortez de Miami, quand vous sortez de San Juan de Porto Rico, vous comparez à Pointe-à-Pitre, vous ne verrez rien acheter. Donc la solution ne vient pas seulement des commerçants. Ils vont être écoutés, mais ce sont les utilisateurs, les Guadeloupéens, les gens qui utilisent Pointe-à-Pitre qui vont donner la solution et qui nous diront, bien que moi j'ai déjà ma petite idée, mais je ne suis pas Dieu, donc il faut écouter tout le monde. C'est l'ensemble, je dirais, de toutes ces personnes, de tous ces utilisateurs qui pourront dire ce que Pointe-à-Pitre devra être demain pour être consommé agréablement par les Guadeloupéens. Cela dit, quand même, en se promenant dans les routes Pointe-à-Pitre, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de commerces qui n'ont jamais ouvert après le Covid. Mais c'est ça. Donc ça c'est une autre difficulté qui se rajoute à celle de Pointe-à-Pitre. Alors, pour rappel aussi, il faut que les Guadeloupéens comprennent que les difficultés que Pointe-à-Pitre rencontre, toutes les petites villes de France et de Navarre rencontrent. Parce qu'il y a une concurrence qui est faite maintenant. On consomme différemment. Il y a Internet, il y a les centres commerciaux. Donc, l'idée, c'est de créer des centres commerciaux à ciel ouvert, comme Pointe-à-Pitre, mais qui soient complémentaires à ceux qui existent, pour que les gens aient envie de, justement, la différence, qu'ils viennent consommer la culture, la fête, à Pointe-à-Pitre, pas simplement acheter des vêtements, mais que on appelle ça la soft power. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où on a envie d'aller parce que ça vit, il y a du beau monde, il y a des choses qui se passent. Voilà Pointe-à-Pitre de demain. Voilà, c'est ça, the place to be. Oui, the place to be. Alors, donc, autre problématique a été soulevée par M. Durimel, à juste raison, problème sécuritaire quand même. Bien évidemment, c'est-à-dire que quand vous avez un endroit... Mais c'est normal, tous ensemble, vous avez la vie c'est un cycle. Hein. Si vous avez personne, les délinquants envahissent, il n'y a personne. C'est vide, ça va être sale. Pointe-à-Pitre a des problèmes au niveau économique, au niveau de la gestion du personnel. Donc, la ville n'est pas nettoyée. Donc, je dirais que c'est un ensemble de choses qui se réunit et qui donne cette ambiance. Donc on commence par être propre, amener la sécurité et amener des commerces nouveaux et dynamiques que les Guadeloupéens puissent utiliser. Donc en 1 an, 2 ans à peu près, ça repart.
Voilà. Alors l'autre problématique, parce qu'il y en a tellement, c'est à Pointe-à-Pitre, c'est la ville où il y a le plus d'incendies. C'est normal par rapport à la structure structurelle. Pointe-à-Pitre, c'est une vieille ville coloniale où on a beaucoup de bâtiments en bois et qui sont abandonnés. Des dents creuses aussi. Des dents creuses, ça crée des dents creuses. Donc, alors justement, par rapport à ça, je crois qu'il faut un effort au niveau législatif. Il faut que nos députés, je dirais, s'imprègnent de ce problème-là pour qu'un maire puisse avoir, je dirais, l'autorité, les moyens quand une maison est à l'abandon, qu'il ne puisse pas la récupérer de façon définitive, mais qu'il puisse la gérer de façon rapide, qu'on puisse accélérer les procédures. Qui se posent en non, mais justement, alors, pour les divisions, ça commence à être réglé. Par exemple, par rapport à la loi Letchimy, qui en est des avancées, c'est pas suffisant, mais il faut qu'un maire, au bout de 3 mois, 6 mois, puisse gérer une propriété qui est à l'abandon. Donc c'est pour ça qu'il faut revoir la législation, parce que c'est compliqué avec le droit privé, je dirais la propriété privée en France, mais ça, il faut l'assouplir pour qu'un maire puisse agir rapidement. C'est ce qui manque. Mais il faut qu'au niveau législatif, qu'on fasse un grand pas en avant. Oui, mais ça, c'est les parlementaires. Oui, mais c'est le but. Mais c'est au maire, je dirais, à convoquer les parlementaires. Ils ne sont pas les seuls. À Bastia, c'est pareil, au Moule, à Cap-Esther, dans les grandes villes de la Guadeloupe, mais même les petites villes, les centres-villes, il y a beaucoup de creuses, de maisons abandonnées. Et donc, c'est ça que et là aussi, et ça, c'est sur le plan législatif. Et il faut que l'État, ça, c'est l'idée que j'avance, il faut que l'État nous donne les moyens aussi de rénover ces dents creuses-là. Donc, je pense que, par exemple, l'État peut créer une taxe, par exemple, sur la vente par Internet. Vous voyez, c'est ça qui est concurrence. Et une taxe aussi concernant les centres commerciaux qui arrivent. Vous voyez, j'ai ouï dire que des Estrélands, ça grandira encore. Donc, vous voyez, il y a 2 types de taxes qui peuvent aider à reconstruire les centres-villes de petite et moyenne taille. Donc là, c'est toujours sur le plan de l'État, sur le plan du financement. Comme ça, on donne les moyens aux maires je dirais, de relancer les centres-villes. Ça va être la dernière question, Claude Barfleur. Dommage. Les élections, oui, on va passer 2 heures. Oui, il y a trop de choses à dire, peut-être une autre fois. Alors, en 2026, il va y avoir ces élections. Votre liste est déjà prête? Non, ma liste n'est pas prête. Je consulte. Mais vous avez récupéré des gens Non, je ne récupère pas. Il faut renouveler la classe politique. Est-ce que vous-même, vous êtes récupérable? Je crois que non, mais je me suis jamais perdu. Non, c'est pas une histoire de maire, c'est une histoire de programme et de vision. J'espérais, même si j'ai été battu, j'espérais qu'il y aurait eu une amélioration rapide. Oui. Et c'est pas le cas. Donc je crois qu'il faut créer vraiment une nouvelle frange, une nouvelle dimension des hommes nouveaux, des femmes nouvelles, mais qui ont vraiment Pointe-à-Pitre chevillé au corps et au cœur. Et qui comprennent la dimension économique de Pointe-à-Pitre. C'est ça, c'est pas simplement une ville administrative qu'on vient gérer avec un budget. Il faut avoir des idées nouvelles et je dirais, et une fois, je dirais, inébranlable à l'avenir pour Pointe-à-Pitre. Bien, vous êtes optimiste. Mais j'ai de quoi, Pointe-à-Pitre me rend optimiste. Le grand Pointe-à-Pitre. Merci en tout cas, Claude Barfleur, et puis bonne chance. À bientôt. 12h56, on prend la première pause. On se retrouve tout à l'heure avec la suite de nos invités et on commence le journal avec la visite du chantier de la Jaille à la région. À tout de suite. Voilà, nous sommes de nouveau avec vous. Il est déjà 13h02. Après, donc, Claude Barfleur, on va recevoir dans un instant notre chroniqueuse culturelle du mercredi, Martine Fazer. Mais avant, on va faire un tour sur l'actualité. L'actualité, on va la dérouler avec la visite du chantier de la Jaille. C'était à la région, bien sûr, le président de région. Il est sur le terrain. Maxime Morel était derrière. En effet, là, nous sommes en visite sur la 2e tranche des travaux de la Voie verte pour le désenclavement vraiment de Jarry. Donc, nous avons fini la première tranche qui a été financée à 100% par Reacto. Là maintenant, c'est la 2e tranche que la région a lancée pour permettre à ce que les voitures qui sortent de Jarry ou qui sortent de l'Alliance puissent avoir 2 voies sans arrêt. Donc il y aura une déviation pour les voitures qui sortent du pont de l'Alliance qui veulent aller à Pointe-à-Pitre. Seront obligés de passer sous le pont et de revenir sur la grande voie. Il y a eu une première phase l'année dernière qui a été réalisée de juin à décembre. Et le but de cette phase, c'était la mise en sécurité de la voie verte, donc pour ne pas qu'elle soit submersible, et la mise en 2 fois 2 voies. Donc ça a été réalisé l'année dernière et fini en fin décembre. La région nous a commandé une 2e phase de travaux pour la réalisation de la continuité de la 2 fois 2 jusqu'à l'ouvrage. Donc jusqu'à l'ouvrage d'échangeur de la Jaille.
Et c'est ce que nous réalisons aujourd'hui qui devrait se terminer, on va dire, avril-mai et la phase d'enrobé après en juin. Ici, ça désengorge vraiment Jarry. Ce sont des travaux importants pour la circulation. C'est une zone qui est très embouteillée, qui a un problème même pendant les vacances. Donc là, l'idée, c'est d'ouvrir à 2x2 et de supprimer le plus possible les cisaillements. Tous les cisaillements, c'est les voies qui viennent sur les côtés et qui viennent faire un stop pour toutes les voies principales. Actuellement, nous sommes, comme l'a expliqué le directeur adjoint de Route de Guadeloupe, sur la piste cyclable que nous créons actuellement pour permettre à nos cyclistes, à nos marcheurs d'être en sécurité, de les enlever sur la route nationale. Nous avons ce projet sur Bémao Pointe-à-Pitre, nous l'avons sur Dehé, sur Basse-Terre, je crois, sur Vieux Habitants aussi, Sainte-Anne et Marie-Galante aussi. Et de l'autre côté, du côté de la grande voie où il y a tous les magasins, il y aura aussi un projet de piste cyclable. C'est une opération qui a commencé au mois de juin l'année dernière et qui aujourd'hui rentre dans sa phase on va dire, on a avancé à peut-être à 70 à 80% en taux d'avancement et qui relie la commune de Bémao à la commune de Pointe-à-Pitre. L'idée pour nous aujourd'hui, c'est de vraiment sortir les vélos de la 2x2 et de faire en sorte que les vélos, c'est-à-dire que la population ait un endroit sécurisé pour pratiquer le vélo en toute sécurité. Voilà, une route de plus et le président de région, il est sur le terrain. Alors, on part aux abîmes. Eh bien, c'est le budget positif de la ville. Est-ce que ça s'améliore? Est-ce que ça va mieux? Mais on lance tout de suite avec le reportage de Michel Depape. C'est parti. Je suis aujourd'hui heureuse d'être là pour vous parler de cette matinée de travail que nous avons eue au conseil municipal des Abîmes, car aujourd'hui, nous avons eu à traiter plusieurs sujets, en particulier faire le point sur ce que nous avons fait à travers justement le résultat de l'année 2023, c'est-à-dire nous avons voté aujourd'hui le compte administratif avec un excédent de plus de 800 000 €, et tout en faisant les actions que nous sommes engagés, les actions de proximité, des actions en faveur de la population, mais aussi en prenant en compte tous les droits des agents de la ville des Abîmes, car cela est essentiel pour nous, car nous croyons qu'ensemble, avec la population, avec le personnel, nous devons travailler pour le bien-être du quotidien des habitants de la ville des Abîmes. Le budget primitif a été voté en équilibre avec plus de 126 millions, avec 92 millions pour le fonctionnement et 34 millions pour les investissements. Et je voudrais dire à la population que dans ce cadre-là, la ville des Abîmes, conscient de la nécessité de prendre en compte les besoins de proximité, 1,3 million pour les routes ont été inscrits, parce que nous savons ô combien c'est important, et aussi bien entendu pour le monde sportif. Dire aussi, nous avons des actions pour la couverture des terrains omnisports, que ce soit du Rézé, que ce soit de Bois-Ripaud, que ce soit du Bourg des Abîmes, mais aussi toutes les actions que nous avons l'habitude de mener, et aussi de finaliser le projet de Rézé Grand Cran. Donc vous voyez, la ville est en mouvement, et je voudrais dire que sous la direction d'Éric Jalton, maire des Abîmes, nous œuvrons pour pouvoir répondre à ce que nous avions dit tantôt dans le cadre de notre projet 2020-2026. Et nous voulons, avec eux, tout en tenant compte que cette année 2024, il faudra faire des efforts, nous ferons tout en permettant, tout en réalisant, bien entendu, les actions de proximité que nous avons toujours voulu pour la population des Abîmes. À dérouler l'actualité, c'est cette formation ISP, c'est une information pour les jeunes qui veulent se familiariser. Petit retour, voilà, c'est bien se calmer, familiariser avec l'informatique. Et donc c'est important, puisque nous vivons aujourd'hui, nous sommes passés à l'ère du digital, qu'on le veuille ou pas. Les jeunes, bien aujourd'hui, ils naissent avec le digital, ils grandissent avec, mais il faut qu'ils soient aussi formés. Reportage sur l'INFEV, c'est parti. ISP Informatique organise une formation à destination des ados, donc sur 3 matinées, 3 jours dédiés à la pratique de l'informatique et du numérique. Donc l'idée, c'est de leur donner toutes les billes, tous les outils gain de temps pour pouvoir utiliser ces outils au quotidien dans leur scolarité, mais aussi de façon personnelle.
Donc, par exemple, ils auront l'occasion d'aborder les outils et logiciels incontournables tels que Word, Excel, PowerPoint, mais aussi des outils gain de temps type ChatGPT, PDF et également une sensibilisation sur la cybersécurité, les dangers et les limites du numérique. Je suis là aujourd'hui pour faire de l'informatique, pour apprendre à utiliser un ordinateur. Sur le thème du brevet, du brevet du collège, on a fait un texte et on a fait la page de garde pour l'instant. Il faut savoir qu'ils étaient tous volontaires, donc il n'y en a aucun qui a été vraiment forcé ou poussé par les parents. Généralement, on a échangé avec les parents pour bien comprendre les besoins. Et puis c'est vrai que bien souvent, c'est une génération qui est surtout sur les smartphones et pas forcément sur l'outil classique informatique. Là, typiquement, ils sont sur des ordinateurs fixes, mais ils auraient aussi très bien pu être sur des ordinateurs portables. Ils avaient aussi la possibilité d'ailleurs de ramener leur propre matériel. Donc ça, c'est tout à fait possible. Alors là, disons que ça commence timidement, c'est normal, mais ils n'hésitent pas à poser des questions. On a tout fait pour les mettre à l'aise aussi et pour qu'ils puissent apprendre dans les meilleures conditions, rapidement, et qu'ils puissent surtout mettre à profit tous les apprentissages par la suite. Je ne sais pas forcément utiliser un ordinateur parce que je suis plus sur mon téléphone que sur un ordinateur. Donc je suis venue ici pour apprendre à utiliser certains logiciels, afin de pouvoir réaliser mon oral de brevet et pour me renseigner aussi sur la technologie parce que je ne suis pas très forte en ça. La prochaine formation aura lieu pendant les grandes vacances, mais n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux ou à nous contacter directement. Donc c'est ISP Informatique sur les réseaux. Vous avez le numéro 05 90 26 68 74 ou l'adresse mail formation@isp-informatique.fr si vous avez besoin d'enseignement. Il était prêt déjà la Voilà, nous sommes avec Martine Fazéo qui est arrivée. Et longtemps nous pas dévoilé qui nouvelle en Martine. Bonjour Danick. Ça caille? Ça va. Il paraît que j'ai du temps aujourd'hui. Oui, bon, ben voilà. Donc, générique de Martine, et puis on rentre dans le domaine culturel tout de suite après. Pas encore le... Non? Bon, ben Martine, nous commençons sans générique, nous reprenons un coup. Ben alors, ouais, quoi de neuf? Non, on a changé de technicien. Le technicien d'aujourd'hui d'accord, il faut lui laisser un petit peu le temps de, le temps de s'habituer. C'est pas toujours évident et c'est pas toujours facile, donc on peut comprendre ça. Alors, quoi de neuf? Eh bien, une page blanche, Danick. Ah bon, carrément. Une page blanche, entre toi et moi. Mais oui. Non, nous, nous, chemise blanc tous les deux. En blanc. Oui, nous en blanc. Mais ça, là, on est en blanc, ça va voir. Ça se voit tout de suite. Hein. Bon, en tout cas, ça va bien. J'espère que toi aussi, que tu vas bien. Et je dis bonjour aux téléspectateurs, aux auditeurs, à mon fan club. Plusieurs personnes m'ont demandé, mais on ne te voit plus, qu'à qu'arriver. Oui, c'est ça, justement. Où t'es disparaître? Dis-moi. Alors, en tout cas, ça va et je suis ravie de vous retrouver tous. Une question. Oui, dis-moi. Est-ce que bientôt on te verra dans un petit débat ici? Oui. Oui. C'est normalement prévu le 19. Ou le 18. Verrouillé, tout bitin? Tout bitin là en note de marche. Bon, okay. Nous, quand il frappe ici, donc vous pouvez comprendre ça qui est arrivé. Ok, n'a pas ni bruit. Voilà. Si, il y aura du bruit, justement. Ah, il y aura du bruit. Allons-y. Bon, en tout cas, aujourd'hui, je ne pouvais pas en faire... comment dirais-je, je ne pouvais pas éviter de parler de Maryse Condé. Tu te doutes bien. Mais non, c'est incontournable. Incontournable, on en parle beaucoup, c'est normal. Et on devrait en parler encore plus, ce qui serait grand normal. Donc, j'ai préparé une petite présentation. Tu as eu l'occasion de la rencontrer en personne? Ben, écoute, des fois, la vie, elle est comme ça. Oui. J'ai toujours voulu la rencontrer. J'ai travaillé sur des sujets de Maryse Condé plusieurs fois, quand j'étais en France aux côtés de FEDCON. On a parlé de Maryse Condé. C'est en Guadeloupe, je travaille depuis 3 ans sur une pièce Désirada, tu le sais, qui a rencontré tellement de difficultés pour qu'elle soit projetée au mémorial AT. Je ne vais pas rentrer dans les détails tout de suite, ça serait trop long. Mais la pièce, on est en train de la programmer au mois d'octobre. Donc il y aura tout octobre de quelle année? Octobre, là, de cette année. Donc c'est Désirada, enfin libre, avec Nathalie Kouali. Qui sera de retour.
Qui viendra, non, elle n'est pas là en ce moment, mais elle travaille, elle prépare, elle reviendra pour cela. Oui, on a 6 ou 7 dates qui sont en préparation, donc voilà. Et puis donc, ce qui fait que lors de le premier jet de travail que j'avais fait sur cette pièce, eh bien, qui aurait dû se passer il y a 3 ans, presque maintenant, j'aurais rencontré Maryse Condé à cette occasion, parce qu'on devait faire un beau cantage avec elle au Mémorial Acte. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Et donc, Maryse Condé est partie. Je n'ai pas eu le temps de la rencontrer de son vivant. Mais donc, je suis contente. Voilà, je suis contente à travers d'autres personnes. Je l'ai rencontrée. Et puis surtout, je l'ai rencontrée au travers de tous les ouvrages que j'ai lus. Donc, c'est pas seulement des Irada, mais j'ai lu beaucoup d'ouvrages de Maryse. J'ai lu Ségou, mais il y a longtemps, parce que Ségou, j'habitais encore. Moiti-Tuba aussi. Bon, voilà. Et puis, de pleurs. Oh, j'ai un petit trou de mémoire, mais je vais les citer tout à l'heure, tous ces ouvrages, une bonne partie. Et donc, c'est parti, Maryse Condé. Donc, et puis ensuite, je parlerai d'une association, une association qui accompagne en termes de formation, en termes également d'accompagnement, de soutien dans le cadre de tout ce qui est culturel. Et puis un petit peu d'agenda si on a le temps. On va autant tout le temps enlever. C'est vrai? Oui, tout le temps là, ça fait là jusqu'à 28 alors. Oh, mais c'est magnifique. Alors, c'est parti. Donc, je disais bonjour, Maryse Condé. C'est l'esprit de Maryse Condé qui fait ça. Voilà, ça doit être ça. C'est vraiment formidable. Et pourtant, c'était embouteillé. Hein. Oh là là, j'ai dit, je ne vais jamais arriver. Et puis tout d'un coup, arrivé à la rocade, ça a commencé à se... Voilà. Maryse Condé. Elle est née Liliane Apolline Marcel Boucolon à Pointe-à-Pitre en 1937. Écrivaine qui est aujourd'hui, on le sait, de renommée internationale, journaliste, professeure de littérature, elle a une vie tellement bien remplie, c'est assez incroyable. Et donc pour tout de suite casser ce dire, hein, Maryse Condé, elle a eu beaucoup de soucis avec son propre pays, c'est vrai, mais je pense qu'aujourd'hui tout le monde est prêt à reconnaître le travail qu'elle a fait, le travail qu'elle a mené pour faire sortir la Guadeloupe de la simple île que nous sommes et la projeter au niveau international. Elle a eu plusieurs enfants, elle est d'une fratrie de 8 enfants, mais Maryse Condé avait 2 sœurs, Ena Boukoulot, l'aînée qui épousera Guy Tyrolien, donc qui est un membre de sa famille, en première noce, et elle épousera en deuxième noce Jean-Marie Den, fils d'un médecin de grande renommée du plan national. C'est une élève forcément brillante. En 1953, bien avant les années Bumidum, hein, tu te rappelles de ce que c'est le Bumidum. Oui, elle quitte la Guadeloupe, elle poursuit ses études à Paris. Prestigieux lycée qui s'appelle lycée Fénélon. Et puis à la Sorbonne, donc l'anglais, elle obtient une licence de lettres modernes avec tout ça. Donc Maryse, c'est vraiment elle est allée de l'avant tout le temps. Tout le temps. Elle a bousculé les traditions, elle a bousculé également ce qu'on attendait d'elle. Ce livre-là, je l'ai lu aussi, Le cœur à rire et à pleurer. Un livre magnifique. Son autobiographie, pratiquement. Exactement, exactement. Et puis elle a séjourné en Afrique, je ne serai pas très très longue parce que j'ai mis beaucoup de textes, mais je vais lire des points principaux. Elle a séjourné en Afrique avec ses 4 enfants. Elle a été mère célibataire et c'est vrai que son histoire aussi, Désirada, c'est aussi un peu d'elle-même. Et voilà la photo qu'elle a fait, puisqu'elle était très très proche, Nathalie Kouali était très proche de Maryse Condé. Cette photo d'elle le montre. Et tout au long de ce travail que nous avons fait sur cette pièce Désirada pour la présenter en Guadeloupe, eh bien, Maryse suivait ça de très très près. De très près, elle prenait des nouvelles, où est-ce que vous en êtes, et à chaque fois, ça la chagrinait un peu de voir que ça n'aboutissait pas. Heureusement, année Maryse Condé, eh bien, on sait que cette pièce a été jouée, pas totalement montée, pas terminée en termes de création, mais au moins elle a pu être présentée à l'ouverture donc de l'année Maryse Condé, également en clôture de ce salon littéraire qui a été mis en place par la région aussi. Donc, elle a remporté le prix Nobel alternatif de littérature en 2018. Elle en était très fière parce que c'était une consécration pour elle. Elle est revenue en France dans les années 70-85 où elle a vécu avec ses enfants. Elle avait quitté l'Afrique à ce moment-là où elle avait eu quelques soucis quand même vers la fin de sa présence en Afrique. On a même pensé qu'elle complotait contre l'Afrique. Donc, elle a dû rentrer. Et puis, donc, retour en France, elle s'occupe d'organisation de colloques, elle fait des rédactions d'articles, elle participe également à un énorme chantier donc pour faire sortir entre guillemets la négritude de sa partie, enfin de l'ombre. Et puis c'est en 84 qu'elle sort Ségou, 2 volumes qui ont projeté, mais vraiment à l'international, Maryse Condé. Là vraiment, je crois que dans mon entourage, personne
n'a pas lu Ségou. Je vais le dire direct, autrement. Ségou, c'est vraiment, si on ne l'a pas lu, ça vous projette dans l'Afrique, ça vous projette, c'était une saga. Une véritable saga. Et j'espère qu'un jour, il y aura un grand film là-dessus. C'était prévu. Un grand film. Je me souviens d'avoir rencontré, il nous avait dit qu'il était un réalisateur était dessus, mais finalement, ça n'a pas encore... Je pense que ça va être sans doute fait. Alors, figure-toi que Maryse Condé aussi, elle n'avait pas la langue dans sa poche. Hein. Je ne sais pas si tu te souviens de cette émission qui s'appelait Apostrophe, où elle a été reçue par Bernard Pivot à l'époque pour parler de Ségou au moment de la sortie de cet ouvrage. Eh bien, bon, comme elle s'est pas laissée faire, elle avait quelque chose à défendre et elle contredisait le propos de monsieur Pivot, qui en lui donnant quelques leçons historiques, et Pivot n'a pas apprécié, et du coup il a fait en sorte qu'elle ne soit jamais plus invitée. C'était une manière de montrer son désaccord. Et puis une femme qui tient tête, écrivaine, journaliste, c'était trop pour elle de laisser dire ce qui n'était pas la vérité sur notre histoire. Elle a obtenu aussi une bourse, donc elle rentre aux États-Unis entre les années 85 et 2004, États-Unis et ensuite la Guadeloupe. Et là, elle enseigne au collège de Los Angeles. Elle revendique aussi sa créolité, son statut de femme caribéenne, mais elle va se heurter quand même à un peu de communautarisme. Elle est rejetée par les Afro-Caribéens. Et voilà, la même histoire, une culture qui n'est pas la même, une histoire qui n'est pas totalement la même. Mais bien, cette période-là, 86, elle rentre en Guadeloupe. Elle écrit La vie scélérate, La traversée de la mangrove, Moi Tituba, sorcière de Salem. Ils seront tous trois récompensés aussi. Et lors de son séjour en Guadeloupe, eh bien, avec la nombreux ouvrages de jeunesse qu'elle aura écrits à cette période-là. Des années 95 à 2005, elle retourne aux États-Unis où elle fait plusieurs séjours en qualité d'enseignante, et elle occupe des postes honorifiques très très haut placés. Poste à l'Université de Californie à Berkeley, à l'Université de Virginie à Harvard, avant d'accepter de devenir professeur à l'Université de Columbia, New York, en 1995. Avant de prendre sa retraite de cette institution prestigieuse en 2004, Maryse Condé a été directrice de son Centre des études françaises et francophones de 1997 à 2002. Paris, donc elle s'est retranchée dans une petite commune, un lieu, à Cordès, où elle est restée assez longtemps. C'est un petit village dans le Vaucluse. En 2015, elle est sélectionnée pour le Man Booker International Prize de Londres. Elle est promue officier de la Légion d'honneur. En 2017, elle publie le fabuleux et triste destin d'Ivan et Ivana. Celui-ci, je ne l'ai pas encore lu. En 2018, sa carrière prolifique est couronnée par la New Academy Prize de Stockholm, qui remplace cette année le prix Nobel de littérature. Donc je crois que Maryse, tout son chemin, même s'il y a eu des hauts et des bas, a été vraiment jonché de réussite, de succès, de reconnaissance. Et là, cette année, un hommage lui est rendu par la région Guadeloupe sur la présidence de Harry Chalus, on le sait, au Memorial Act. J'avais un tout petit bout de film là-dessus, si on peut le passer, ça dure 15 secondes. Non, on ne peut pas, il me dit. Il passe pas. Alors je le dirai, tant pis. Et ça, ce sont les images de cette soirée d'hommage culturel au MACT. Devant le MACT, ça s'est passé. Donc c'était une veillée culturelle. Magnifique cérémonie de simplicité et en même temps où chacun pouvait dire, tous ceux qui le souhaitaient en tout cas ont pu dire. On voit sa fille à droite là qui tient ce drapeau, c'est Sylvie Condé qui a créé la Casa Condé, qui est donc du vivant de Maryse Condé un lieu de mémoire et un lieu de culture autour de Maryse. Et donc elle était là ce soir-là bien sûr parce qu'elle a participé à cette veillée culturelle et il y avait énormément de monde, beaucoup de personnes ont pris la parole, beaucoup se sont laissés aller à chanter, à traduire Maryse Condé selon leurs sentiments. C'était des très beaux moments et je voudrais juste, puisque j'ai pas la vidéo, reparler d'une prise de parole voilà, je vais oublier son nom, mais elle se retrouvera parce qu'elle a fait une prise de parole racontant toute son histoire. C'est celle qui est au niveau du CAC aujourd'hui et ils ont fait faire une fresque du visage de Maryse Condé sur le CAC, notre ancien monument de la culture. On vient d'en parler tout à l'heure. Voilà. Donc il y a une très très belle prise de parole par rapport à ça. Vraiment beaucoup d'hommages, des paroles simples, des associations, des personnes individuelles, chacun qui racontait Maryse Condé. J'ai trouvé ce moment très, très beau et pas poignant, mais vraiment très
simple et en même temps magnifique de générosité. Ça, c'était la petite vidéo que je voulais faire passer et je vais vous dire ce qu'elle disait, cette vidéo. C'était la conclusion de la prise de parole de Harry Chalus et où il disait en quelques mots qu'il trouvait qu'aujourd'hui... On peut faire passer? Oui, ça y est, on va pouvoir... Voilà, donc les gens entendront en direct. C'est parti. Mais le son, peut-être, on n'a pas le son. Ben si, il y avait un son. Ah, il a fini de parler parce que c'est très court. Hein. Voilà, c'était très court. C'est volontairement que j'ai... Pourquoi le son? On n'a pas eu le son. Je ne sais pas. Plus haut. Encore. C'est tellement court et c'est intéressant à entendre. C'est dommage, je ne sais pas pourquoi ça passe pas, mais... Pourquoi notre aéroport puisse porter le nom de Marie Scondé. Voilà, en fait, il dit que nous devons honorer Marie Scondé en donnant le nom de Marie Scondé à notre aéroport. Et ça a été une salve d'applaudissements, de contentement, de satisfaction. Les gens se sont levés et pour dire que la Guadeloupe est derrière ou à côté de Marie Scondé pour que, effectivement, cet aéroport du pôle Caraïbe porte son nom. Je vais juste vous donner rapidement quelques titres de la bibliographie, enfin de toute cette prolifique, il y en avait tellement, mais quelques ouvrages. Ça fait combien? 40 livres? Plus de 40 livres? J'en ai compté 42, mais je ne sais pas si j'avais toute la liste. J'ai parlé de Ségou, Les Murailles de Terre, c'était en 84. Ségou 2, c'est La Terre en miettes. Pays mêlés suivent de Naya en 85, Moi Tituba sorcière noire de Salem 86, Haïti chérie qui a été réédité également en 86 et 2005, La vie scélérate en 1987, En attendant le bonheur, Hugo le terrible, Désirada dont je parlais tout à l'heure en 97, Le cœur à rire et à pleurer. Les vrais contes de son enfance, c'est un délice, hein, cet ouvrage, hein, je vous le conseille vivement. 1999, elle a écrit aussi Contes cruels en 2009, La montée des eaux en 2010, La vie sans phare en 2012, La Belle et la Bête, une version guadeloupéenne en 2013, Mais et merveilles en 2015, Le fabuleux et triste dessin d'Ivan et Ivana en 2017, 2021, l'Évangile du Nouveau Monde. Et donc, je n'ai pas tout relaté, mais il y a là encore autant dans la carrière de Marie Scondé. Donc, pour compléter, hein, je remercie aussi la Casa Condé qui m'a permis de retrouver toute la bibliographie, toute l'histoire. Vous pouvez aller sur ce site internet, Casa Condé, qui a été créé et fondé par sa fille Sylvie. Et j'y ai puisé beaucoup d'informations. C'est vraiment très intéressant et très puissant, toutes les informations, les photos de l'enfance de Marie Scondé qui y sont répertoriées. Voilà, en tout cas, moi, c'était mon hommage à cette grande dame que je salue. J'ai laissé un petit mot sur le livre où chacun pouvait, le livre d'or. Ce livre d'or sera emmené à Paris pour ses obsèques et il finira, d'autres personnes pourront y apporter là aussi leur hommage et en tout cas les quelques mots qu'ils voudront lui laisser. Merci pour cet hommage. C'était mérité. Il était mérité et c'est même pas assez, mais bon. Merci de m'avoir accordé ce temps parce que ça tombait bien, j'avais des choses à dire. T'es faux. Je vais parler d'un autre sujet. On est toujours dans la culture, bien sûr. Tu me dis le temps qui me reste. Il te reste 2 minutes 42 secondes. Je vais dire très vite le Centre de ressources art et culture pour les musiques actuelles. Ensemble, c'est Développons les compétences. Ce lieu s'appelle le CRAMA, Centre de ressources art et culture pour les musiques actuelles. C'est un centre qui accompagne les artistes comme les producteurs, les diffuseurs, les autres associations, les labels à la structuration et à la professionnalisation des projets artistiques et culturels. Donc voilà, je vous conseille d'aller sur le site. Vous apporte de la formation, mais pas de la formation que pour les artistes, mais pour tous ceux qui accompagnent le monde culturel et qui sont porteurs de projets, peuvent s'appuyer sur ce centre qui aide au niveau des conseils, au niveau de la formation, au niveau de l'accompagnement. Donc c'est leur logo et vous le trouverez CRAMA sur Internet. Vous trouverez très facilement et vous aurez beaucoup d'informations. Pour finir très rapidement, peut-être 2-3 rendez-vous. Une exposition collective là qui va avoir lieu d'art contemporain à Créolitan Museum Bemao. Donc pas mal d'artistes. Il y aura Saint-Luce, Major, Hunt, tous ces artistes. C'est à Bemao, Créolitan Museum. C'est jusqu'au 30 avril que cela se tient. Donc vous pouvez visiter du mercredi au samedi de 15h à 20h et vous appelez la mairie de Bemao pour avoir plus d'informations sur les horaires et sur les modalités. Là aussi, il y a une personne dont je veux vraiment parler. Elle s'appelle Peggy
Vaud. Elle a participé à plusieurs de mes manifestations de art, de street art. Son atelier s'appelle Ma Maison en carton. Elle fait une exposition à partir du 12 avril. Et ça va se tenir donc à l'espace Ernest Pépin, au Lamentin. Et c'est extraordinaire ce que fait Peggy. C'est avec du carton, ce qu'elle ramasse dans les rues et qu'elle prépare pour en faire ce que j'appelle des œuvres d'art. Qu'elle ce soit du mobilier, que ce soit des œuvres, des tambours, des tableaux, rien qu'avec du carton et de la colle, c'est prodigieux. Je vous conseille vraiment d'aller voir cette exposition de Ma Maison en carton, fait par Peggy Vaud. Vraiment, c'est très très beau et incroyable ce qu'elle fait. Martine, il y a rien au moule, c'est pas vrai? J'ai un petit truc pour le moule. Bon, quand même. Non mais tu me cherches, tu me trouves, il n'y a pas de problème. Non, le moule est toujours là, le moule est là. Okay. Et pour le moule, je vais reparler de Gisèle Pineau puisque c'est bientôt, c'est le 13 avril, ce rendez-vous au moule pour une rencontre avec Gisèle Pineau qui sera à la médiathèque du moule. Atelier d'écriture pour les 10-15 ans, atelier d'écriture pour les adultes à partir de 14h30, rencontre littéraire 1 heure avec Gisèle Pineau qui va présenter son livre La vie privée d'oubli et les inscriptions se font au 05 90 23 09 30. Et ça se passe se passe au moule. Voilà, merci. Voilà, okay. Voilà. On te retrouve le 19. Paniboui? Pas seulement, puisque je viens un mercredi sur 2, et puis le débat, c'est le 19. Voilà, il est 13h29, dernière pause, et après on retrouve Iman sans news. Iman sans news. Mais oui, ni Iman et ni Iman News, hein, c'est deux personnes différentes. Oui, j'ai bien compris. Un peu schizo, mais enfin bon... J'ai bien compris. Voilà, on prend la dernière pause et on se retrouve tout à l'heure pour la suite et la fin. Voilà, nous sommes de nouveau avec vous. Il est déjà 13h36. Dans un instant, on va recevoir Iman Sioudan. Elle est déjà là. Bonjour Iman Sioudan. Bon, oui, bonjour Danick, bonjour à tout le monde. Chroniqueuse du ZCL le mercredi. Et on va dire deux petits mots quand même sur la musique rapidement, parce qu'il y a un concert demain. Et monsieur le directeur de Sony s'est déplacé en personne pour nous venir nous dire deux petits mots. Alors bonjour, merci d'être là, Eddy Compère. C'est toujours avec plaisir, mon cher Danick, de passer à Canal 10. C'est vrai qu'on se sent tellement bien chez vous, avec vous. Comment on vit rester. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe demain? Demain, un grand concert avec Andy Narell, Khalil Barito, deux géants de jazz. Andy Narell, on connaît, c'est le steel pan, c'est le steel drum, comme il le dit. Et c'est une musique caribéenne avec une très belle sauce, hein, avec Khalil Barito qui vient des États-Unis, accompagné du grand Christian Amour, ex-System Project. Pas assez souvent. Qu'on ne voit pas assez souvent d'ailleurs, ex-System Project, et accompagné avec d'autres musiciens comme Nassir El Kabir, qui est l'un des meilleurs batteurs sur la place de New York, et Dominique Bougainville aussi, qui nous vient de la Martinique. Super concert de jazz. Il manque pas quelqu'un, il y a aussi Eric Mesno, dont on va aussi parler et citer, qu'on connaît. Eric Mesno, qui est un Guadeloupéen, contrebassiste, qui officie souvent avec notre grand pianiste et qui a eu un parcours aussi assez étonnant depuis Berkeley en passant par d'autres scènes. Donc voilà, donc on a pu réunir avec Christian Amour tous ces grands noms. C'est un super plateau. Ah oui, c'est un super plateau. Tous ces grands noms, et on offre à ce public ce plateau demain soir au Centre culturel Sonis. C'est un one-shot. Hein. C'est un one-shot, puisque après ils repartent aussi en tournée sur Saint-Martin et d'autres scènes. Parce que la difficulté de réunir des musiciens de ces envergures-là, c'est de combiner des plannings. Oui. Par exemple, Andy Narell, il a fallu le faire passer par la Caraïbe, par Sainte-Lucie, par la Martinique pour arriver, puisqu'il était en concert avant. Ailleurs, Nassir, par exemple, il revient. Nassir, qui est un très grand batteur de parents américains et de mères ukrainiennes. Je l'ai appris hier, et voilà. Et dont le père aussi est un saxophoniste qui a joué avec les plus grands noms de jazz à New York. Donc c'est très difficile de réunir ces pointures, mais quand on les a sur scène, il y a l'alchimie du jazz qui fonctionne, et c'est un plaisir pour nous au Centre culturel Sonis
d'offrir à cette population cette qualité artistique et musicale, puisque le jazz fait partie aussi de notre patrimoine, hein, puisqu'il y a un jazz caribéen que défend Christian Amon. Jazz et rythme, c'est bien dit. Voilà, c'est jazz et rythme. Ouais, tout à fait. 20h demain. Demain à 20h au Centre culturel Sonis. À ne pas rater. À ne pas rater, j'invite les amoureux, ceux qui veulent découvrir ce mélange de style pan et de jazz et de jazz caribéen à revisiter. Et puis il y a un guest qu'on ne peut pas oublier, c'est notre ami canadien-guadeloupéen, Jocelyn Ménard, au saxophone. Donc on a essayé vraiment de faire un plateau de haut niveau et de bonne qualité pour pouvoir offrir à la population demain au Centre culturel Sonis demain soir. Alors, Eddy, puisque tu es là, deux petits mots quand même, puisque la dernière fois on avait beaucoup parlé du conservatoire qui est dans les tuyaux, où en est-on? Ah ben ça avance, hein, le conservatoire, le projet avance. Nous attendons aujourd'hui la remise d'un consultant sur le modèle économique. Nous avons eu l'occasion de partir à La Réunion pour justement comparer ces modèles économiques sur l'ensemble des structures culturelles qu'on retrouve à La Réunion, et dont le Conservatoire régional de La Réunion, nous sommes aussi d'établir un pont avec, hein, et les autres équipements que La Réunion offre à la population. Ça a été un plaisir, ça a été une grande découverte de voir comment sur un territoire ils ont pu faire corps avec un consensus politique pour faire avancer ce territoire-là, et c'est vrai que nous apprenons beaucoup. Donc ils ont plusieurs modèles économiques. Donc nous étudions avec eux ces modèles économiques pour pouvoir finaliser le conservatoire et les équipements de l'agglomération Cap Excellence. On a un peu pas une date, un dernier mot sur ce conservatoire guadeloupéen. Ah ben écoutez, nous déjà septembre on va rentrer en préfiguration définitive, puisque cette année on a démarré cette préfiguration, et je pense que dès la remise par les consultants sur le modèle économique à adopter, le président de Cap Excellence et la direction générale de Cap Excellence ferait en sorte que 2025, que ce conservatoire soit vraiment effectif. Bien, merci. On se tourne tout de suite vers Iman pour sa chronique générique. Si on l'a, oui, c'est parti. Pas de problème. Alors, donc, Iman, bonjour. On va parler de la sécurité intérieure et du leadership personnel. Oui, tout à fait. En fait, c'est deux concepts qui sont essentiels et qui vont façonner la façon dont on vit notre quotidien, en fait. Oui. Et comment ça s'organise concrètement? Alors, la sécurité intérieure, on va commencer par les définitions. La sécurité intérieure, c'est la sensation d'être stable, d'être bien dans ses baskets, d'avoir confiance, d'être dans une paix intérieure. Et ça va nous permettre justement d'affronter la vie avec sérénité. Tandis que le leadership, c'est la capacité qu'on a à prendre les rênes de sa vie, à être acteur de sa vie et à inspirer les autres à réaliser tout ce qu'on veut en fait dans sa vie au quotidien. Et c'est important dans la vie, ces deux notions? Oui, c'est important parce que en fait, c'est ce qui va nous permettre de pouvoir être proactif, on va dire, et de mieux comprendre comment on peut cultiver son plein potentiel. Il est important, pourquoi aussi? Parce que ces deux concepts sont très liés. Pourquoi? Il y a maintenant la tendance des neurosciences qui explique beaucoup de choses, et des recherches ont montré que la sécurité intérieure associée, ça activait en fait des zones du cerveau qui donc ce sont les mêmes zones qui étaient sollicitées quand on avait peur et quand on était stressé. Alors que quand on est dans une stabilité, on va dire émotionnelle, une sécurité intérieure, du coup, on va avoir une pensée qui est beaucoup plus claire, on va avoir des prises de décision qui sont plus efficaces, plus de confiance en soi et être, on va dire, plus résilient, plus prêt à affronter les différentes, on va dire, défis de la vie. En fait. Ça va ensemble, leadership personnel et sécurité intérieure. Exactement, parce qu'en fait, plus on se sent confiant, rassuré de l'intérieur, plus on aura du leadership en fait dans sa vie et on va pouvoir être plus susceptible d'être authentique, d'avoir une connexion avec son entourage, d'être proactif. Voilà.
Il y a des liens entre sécurité et leadership, c'est ça? C'est ça, exactement. Et donc, en fait, il y a souvent des mythes qui sont associés entre ces deux notions. Enfin, l'une comme l'autre, souvent on a l'impression que on doit être parfait. On doit être parfait parce que pour être en sécurité avec soi-même, il faut qu'on soit parfait dans tous les domaines de sa vie. On le voit même sur Instagram maintenant, on a un feed parfait, on doit avoir un sourire bright, à être super slim. On est dans cette quête de perfection qui peut être une source de stress et d'anxiété, alors que la sécurité intérieure et le leadership reposent sur l'acceptation de nos imperfections, d'accepter qu'on peut transformer ces imperfections en levier de croissance et les utiliser vraiment à bon escient. Un deuxième mythe qu'on va avoir, c'est qu'on doit tout gérer tout seul. C'est-à-dire qu'il faut être indépendant totalement. On a aussi cette... on va dire fibre, quand on est des femmes, il faut faire tout, brasser toute espèce de domaine, il faut être une bonne femme à la maison, une bonne entrepreneur si on est entrepreneur, il faut tout gérer, la famille, etc. Alors que c'est un gros mythe aussi, parce que l'un des piliers qui va nous aider à renforcer notre sécurité intérieure et notre leadership, c'est de déléguer. En fait, d'accepter que nos besoins sont importants et qu'il y a des choses qui sont moins importantes que d'autres personnes peuvent faire. Et ça, c'est faire preuve de leadership. Par exemple, au ZCL, on peut déléguer aux ZCL. Oh, n'est-ce pas? C'est ça. On en reparle. Et demander un soutien à d'autres personnes. Tout à fait. Tout à fait. Alors, voilà. il faut démystifier ses croyances. Exactement. On a aussi un autre mythe qui est l'absence de peur. Ça veut dire que quand on est un leader, on n'a jamais peur. On n'a peur de rien, on doute de rien, on fonce tête baissée parce que on est des robots en fait, alors que pas du tout. En fait, être suffisamment fort de l'intérieur, se sentir leader, c'est aussi être capable de reconnaître que y a des choses que je suis pas capable de faire ou dont j'ai peur et je suis capable par contre de les affronter avec courage et de pouvoir transformer cette peur, de rechercher qu'est-ce qu'il y a derrière cette peur, quelle est la ressource qu'il y a derrière que je peux activer qui est déjà en moi en fait. Alors, apparemment c'est une approche relativement apaisante. Oui, tout à fait. Et qui renforce notre potentiel intérieur, c'est ça? Exactement. Est-ce qu'il y a d'autres solutions à recommander à des gens qui nous regardent, qui n'ont pas encore cette paix intérieure, qui n'ont pas encore ce leadership et qui n'ont pas encore toutes ces facultés qui permettent de vivre bien? Alors, il y a plusieurs clés qu'on peut mettre en action. En fait, on peut déjà commencer par l'autocompassion. Oui. L'autocompassion, c'est se traiter comme on traiterait sa meilleure amie. C'est un peu ça, avec gentillesse, avec compréhension. Souvent, on a un discours interne qui peut être très dans le jugement, dans la critique pour soi-même. C'est un comportement qu'on n'aurait pas avec sa meilleure amie. On lui dirait, mais non, tu sais que tu as des capacités, tu peux y arriver, tu vas l'encourager, ta meilleure amie. Et avoir ce même comportement envers soi-même, déjà, c'est une pratique à développer. La deuxième, c'est être en pleine conscience. Donc, cultiver le mindfulness, c'est ce qu'on apprend, d'être dans l'instant présent et pas dans l'anticipation. Parce que l'anticipation, c'est déjà une situation qui n'existe pas et c'est créer quelque chose autour de quelque chose qui n'existe pas, d'activer peut-être des peurs passé parce qu'on va se dire ah oui ça m'est déjà arrivé dans telle situation donc je suis sûre que ça va arriver encore et encore et encore, alors que si on est dans l'instant présent, genre je suis ici à Canal 10 assis sur cette chaise, je suis que ici et je ne parle que à Dany aux auditeurs aux auditeurs qui me regardent. Donc c'est vraiment d'essayer de prendre du recul par rapport à nos pensées, à nos émotions et à l'anticipation de ce qui pourrait se faire ou pas d'ailleurs, parce que voilà. Parce qu'on n'est pas... Qu'est-ce qu'on appelle pratiquer la vulnérabilité? Vulnérabilité, c'est la vulnérabilité souvent perçue comme une faiblesse en fait, mais en réalité c'est une force parce que
de pouvoir assumer ce côté authentique et ouvert et de partager ses sentiments. C'est ça, être vulnérable, de dire, voilà, j'ai eu ça comme expérience, je me suis sentie peut-être pas avec un comportement adapté, mais c'est faire preuve de vulnérabilité et ça va renforcer le fait de se sentir compris par l'autre. Parce qu'on va pouvoir connecter et dire oh, ah ben en fait je pensais pas qu'elle était comme ça, mais en fait elle est comme moi, voilà, je me reconnais dans elle. Et voilà, donc une autre chose, ça va être aussi cultiver la résilience. On a vraiment beaucoup parlé de ce terme de résilience, c'est de sa capacité à rebondir face aux difficultés, à surmonter les obstacles et développer cette capacité, en fait, ça va offrir plus de flexibilité, d'adaptabilité et renforcer notre confiance en nous encore. Voilà. Et quelles sont les solutions pour un épanouissement personnel alors ? Alors, il y en a plein de solutions. Moi, sur lesquelles je me suis attardée, c'est l'art-thérapie. Oui. L'art-thérapie, pourquoi ? Parce que, en fait, sur le plan neuroscientifique, l'art-thérapie va stimuler des neurotransmetteurs, voilà, et comme la dopamine, la sérotonine, qui vont être associés à un bien-être émotionnel. Ça va être pareil dans la danse, on va avoir le cerveau qui va être activé, qui va activer en fait des régions qui sont liées à l'expression de soi, à la régulation des émotions, et ça va renforcer sa sécurité intérieure. C'est comme les techniques de relaxation sonore, parce que ça va apaiser le système nerveux autonome, et donc ça va diminuer le stress, favoriser la détente et le calme. Donc la danse comme la pleine conscience. La danse-thérapie. La danse-thérapie. Alors quelle est la différence entre la danse et la danse-thérapie ? La thérapie, c'est qu'on a un but, on a une intention de transformer une émotion par le corps, en fait, par le mouvement. Et donc, ça va permettre, pareil comme l'art-thérapie, de mobiliser des zones du cerveau qui vont pouvoir renforcer ce sentiment de bonheur et autoréguler les émotions. Donc, tout ce qui passe par le corps, parce que le corps, c'est notre outil, c'est vraiment... On n'est pas qu'un esprit, on est un corps, on est un esprit dans un corps. Donc, de passer par le corps, ça permet vraiment d'être beaucoup plus efficace et pratico-pratique. Et tout ça, couplé avec des techniques de coaching en développement personnel, c'est important de se faire. Ça veut dire que la danse peut donner confiance en soi ? Exactement, tout à fait. Ouais. On danse le goukan ou la salsa oui, ou toutes les danses. La biguine, ça. Toutes les danses. Oui, parce que encore plus, quand c'est des danses en solo, c'est une chose, mais quand c'est des danses en duo, c'est encore autre chose, parce qu'on travaille sur la relation, de se faire toucher, de rentrer dans l'espace de l'autre. Enfin, il y a plein de choses qui se jouent en fait dans la danse. Oui, mais on a des danses en Guadeloupe qui sont un peu particulières. Hein. Oui, et donc Ah bon, mais la danse des Noirs, par exemple. Oui, mais on est dans le rapprochement à l'autre. Comment je laisse l'autre rentrer dans mon espace ? Oui. Voilà, ça, tout en dansant ? Tout en dansant. Il y a des choses inconscientes qui se passent, en fait. Ça déclenche des choses, bon. Bref. N'est-ce pas ? Voilà. Donc, il y a plein de solutions qu'on peut mettre en place. Et c'est vrai que de porter sa réflexion sur ça, ça peut être aussi important pour la personne qui a envie de développer son leadership et de se sentir vraiment plus affirmé dans sa façon de faire au quotidien. Donc, pour ceux et celles qui sont intéressés à aller plus loin vous êtes passionné en développement personnel ou vous souhaitez vraiment poursuivre cette réflexion, je vous invite à rejoindre mon groupe Telegram, c'est gratuit. Et donc, je vous donnerai dans ce groupe des petits conseils, des exercices, des visualisations ou autres qui vous permettront de travailler sur vous. Et si vous voulez aller plus loin après en termes d'accompagnement, voilà, vous avez mon numéro de téléphone et mon site pour poursuivre. Et Kadina Goudoua entend ça parce que c'est quelqu'un qui, justement, en a bien besoin. C'était pour aujourd'hui, c'était un petit peu court, mais enfin bon, c'est une chronique enrichissante. Voilà, c'est pour rester dans les clous. Bien. Voilà. On a le temps de faire le dernier sujet sur le Corsair. Oui, c'est parti. C'est le lancement des jours de stage pour la Corsair Work. Vous savez que Ronaldinho était ici. En même temps, il y avait un travail qui est fait sur le rugby avec Corsair. Corsair qui a eu quelques petits problèmes, il faut le dire, au niveau de son développement, mais sous le sponsoring, ils sont présents. Reportage. On a eu la chance que ce soit le RSMA et le club des Jaguars du RSMA qui nous accueillent pour cette manifestation. Ça permet d'avoir un stage de rugby à haute densité, beaucoup de qualité. On profite de la venue de Marc Lièvremont,
ancien coach de l'équipe de France, et Brian Limbenberg, ancien joueur de l'équipe de France, qui a des méthodes de coaching totalement novatrices. Dans ce jeu-là, ludique, on a rajouté petit à petit quelques consignes. Donc c'était un peu la mémoire qui a commencé à travailler un peu, de rappeler les couleurs et les gestes. Et tout de suite, là, on est dans une situation de jeu où les joueuses et les joueurs doivent prendre en compte le ballon, le défenseur, le geste, le couleur. Donc ils traitent déjà tellement de choses qui se passent dans leur cerveau, qui est génial. Donc physiquement, ils commencent à s'échauffer, mais surtout dans la tête. Donc c'est tout ce côté cognitif qu'on veut ramener façon ludique dans un entraînement pour débuter. Et justement, comme on entend rigoler derrière, ils passent un bon moment, mais en fait, sans rendre compte de tout ce qui se passe dans leur cerveau. Donc c'est génial. Ça paraît très simple, mais en même temps, c'est un exercice qui est très complexe et qui permet vraiment de travailler technique individuelle, concentration, vitesse et peut-être même mettre du physique aussi avec une dimension en plus ludique. C'est bénéfique pour les joueurs, c'est aussi bénéfique pour nous les éducateurs parce que c'est une méthode innovante qui permet d'associer des gestes techniques avec ce qui se passe aussi dans le cerveau au niveau mental, au niveau cognitif. Donc on avait déjà connu ça il y a 6 ans, il y a 4 ans, Brian et Marc étaient déjà venus pour nous présenter la méthode. Là la méthode a évolué, en plus des ballons pédagogiques avec les couleurs, on a aussi des ballons comme vous voyez derrière avec ballon de hand et ballon de basket pour vraiment travailler tout ce qui est habileté et tout ça relié au cerveau. Donc c'est vraiment très riche et on voit que c'est ludique aussi, on s'amuse. C'est très enrichissant, ça nous permet de voir autre chose, de nouvelles pratiques et puis on fait marcher le cerveau là sur ces jeux-là. Voilà, ben c'est la fin du ZCL, mais avant on va faire un petit ZCL Gold. Oui, c'est prêt. J'avais dit ça, nous, qu'est-ce que tout le monde connaît, mais voilà, c'est les Aiglons de la Guadeloupe et de Bastère, véritable pionnier de la musique antillaise surnommé à l'époque Cadence Magba. C'est un groupe de cadence guadeloupéen composé de Michel Neopla, qui n'est plus là, mais enfin, il était à l'origine. Il y a même eu Gilles Fleureau avec eux, Michel Monroe, Serge Yé, Pierre d'Alexis, Alain et Michel Alexis. Et à l'époque, au bas du bout, ça s'appelle les Vicomtes. En 70, ils deviennent les Aiglons. En 73, ils enregistrent leur premier disque de 45 tours. Le groupe de le symbole est un aigle. Le symbole est un aigle, pas un nègre, un aigle qui vole, a été influencé par la musique latine. En 76, les Aiglons, ils volent haut. Puis c'est le premier groupe des Antilles à avoir vendu plus de 200 000 albums et a décoché un disque d'or avant Cassave, avant Saint-Éloi, etc. En mars 2024, les Aiglons ont participé à Kawikera One Love. Et on va écouter un tube inoubliable des Aiglons. C'est parti, on écoute ça. Oui, mais le son, on n'entend pas. Coupe le micro. Oui, petit, petit. Mais moi en cas parler, c'est moi qui a dit ça. Moi Michel Nerfla, moi ça sont aimé ça. Son cas adoré ça, tous les hommes ont aimé ça. Mais oui, ils ont aimé cuisse, cuisse sa poule, cuisse sa conna, cuisse sa coden, cuisse sa cougique, cuisse sa mouton, cuisse sa cochon, cuisse sa lapin. C'est le tube que personne n'oublie, tout le monde connaît ça, un cul sa poule, et puis il y a eu plein d'autres chansons des Aiglons. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'ai reçu ce midi Claude Barfleur, conseiller municipal de Pointe-à-Pitre, il a donné son avis sur la gestion de Pointe-à-Pitre. Pratiquement la campagne est lancée. Martine Fazer, chroniqueuse ZTL, nous a fait
un focus sur Maryse Condé et c'était normal. Imane est encore avec nous. Elle a parlé d'un sujet qui vous intéresse. Si vous voulez développer votre leadership personnel et avoir de la sécurité intérieure, cliquez sur le poster qu'on va voir tout à l'heure, le flyer qu'on va voir tout à l'heure. On a reçu aussi Edip Compère, directeur du Centre culturel de Sonis, parce que demain soir, il y a un vrai show musical avec de grands artistes de jazz et des Caribéens à ne pas rater. Sinon, l'actualité très rapidement, c'est Imane qui développe, mais cette fois-ci, c'est moi. Visite du chantier de la Jaille avec la région, Maxime Morel était sur place. On a voté le budget préventif et on l'a vu pour la ville des Abîmes. Ça s'est passé tranquillement. On voit Magali, d'ailleurs, notre chroniqueuse qui est là. Rencontre de la mobilité du Crédit Agricole. Et puis on a terminé par le lancement des jours de stage pour la Corsair RAG. C'est du rugby. Et puis le focus du jour aujourd'hui, c'était le ZCL Gold Nostalgie, Cusapoul, que vous connaissez, et que pour le monde ne va pas oublier, les Aiglons, qui seront d'ailleurs, d'après ce que j'ai cru comprendre, ils seront à Terre de Blues cette année. Donc, s'ils n'ont pas ouvert longtemps, ils n'ont pas ouvert, c'est pour Bastel. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. La réalisation a été faite parfaitement par Joël, nous a dit Kimbefort. Et puis, il y avait en soutien avec lui Stéphane, notre assistant. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Demain, on retrouve Imane toute seule, malheureusement. Je pars en reportage, mais vendredi, en Kila, on parlera de ce reportage. C'est fini. Tu veux partir? Bon, ben nous, aïe.